13 heures, les Égyptiens franchissent le canal. Cette fois, il n'y a pas eu de discours enflammé. Personne n'a appelé à la guerre sainte et hurlé qu'il fallait jeter les Juifs à la mer. Sans crier gare, surgissant de derrière les dunes, les blindés égyptiens attaquent. De l'autre côté, on a posé le fusil par terre pour prier. On fêtait le Kippour. Chaque geste des soldats égyptiens a été préparé, répété pendant des mois, sur des maquettes grandeur nature. On a mimé l'attaque, 100 fois. Le 6 octobre, sur le canal, les fusils ne sont pas chargés à blanc. La ligne Bar-Lev que l'on croyait imprenable est enlevée en quelques heures. Pour la défendre, il n'y avait qu'une poignée de soldats. 1 heure après le début de la guerre, les Égyptiens effacent dans la haine le symbole de la honte de la guerre des 6 jours. La poignée de soldats israéliens s'est faite hacher sur place. La plupart étaient des jeunes qui voyaient la guerre pour la première fois. Ils deviennent des héros. À 13h également samedi, les Syriens ont fait éclater les défenses du Golan. En quelques heures, ils sont au bord du Jourdain, c'est grave. Et c'est vers les Syriens qu'Israël va d'abord tourner les forces qu'elle mobilise dans la pagaille et l'improvisation. C'est grave parce que le tampon du Golan, pris en 1967, ne fait que 20 km de large et que de ces hauteurs, les Syriens peuvent frapper le cœur d'Israël, la Galilée. Là aussi, les soldats israéliens ont été surpris. Cela faisait des mois que les 900 chars syriens stationnaient de l'autre côté de la ligne de cessez-le-feu. Rien n'indiquait une attaque imminente. Pendant 3 jours, les Israéliens vont reculer, le temps de s'organiser. Leur première contre-attaque sera brisée par les Syriens. Alors les Israéliens font tomber sur le Golan un déluge de fer et de feu. Les unités syriennes sont clouées au sol par l'aviation israélienne. Des centaines de chars montent de l'arrière. On se tire dessus à bout portant. Après 4 jours, les Syriens décrochent. Mais c'est loin d'être une débandade. Le champ de bataille. Sur le Golan, il n'y a plus une herbe. C'est ça la guerre. Nous y sommes et nous serrons les poings. Israël maintenant porte la guerre en Syrie. Damas, au-dessus de la capitale syrienne, des MiG-17. Ils sont très inférieurs aux fantômes et aux mirages qui plongent sur eux. C'est un piège. Au sol, il y a des fusées russes SAM 2 et SAM 3. Elles feront des ravages dans les premières 48 heures de la guerre. Et puis, Damas est bombardé. Objectif militaire, diront les Israéliens. Il y aura des dizaines de morts. Le quartier des ambassades touché, des diplomates tués. L'aviation israélienne attaque les centres économiques importants. La raffinerie d'Homs est détruite. À Damas, on crie vengeance. Et ce n'est pas la peur panique. Dans les rues, on apprend à manier le fusil. Les éléments avancés israéliens sont à 30 km de Damas seulement. On défendra chaque maison. Alors les Syriens vont montrer leurs prisonniers pour détruire le mythe du soldat israélien invincible. Aujourd'hui, ces images sont terribles parce que personne n'a de nouvelles de ces hommes et qu'Israël affirme ils ont été exécutés. Des familles ont vu ces images et ont reconnu des frères ou des fils.
Maintenant, les Israéliens vont se retourner vers le Sinaï. Là, le front est stabilisé. Les Égyptiens se sont installés de l'autre côté du canal, sur 15 km de profondeur. On se bat sans se voir, à coups de canon à longue portée. La guerre dure depuis une semaine. Et l'on se demande si les Égyptiens n'ont pas été surpris par la facilité de leur victoire. Au lieu de poursuivre leur attaque, de tenter de percer en plein centre et de foncer dans le Sinaï, prenant les défenses israéliennes à revers, ils s'enterrent, à l'abri de leurs missiles, non loin de leur base arrière. L'Égypte abandonne l'initiative. C'est le tournant de la guerre. Israël refait ses forces, temporise, puis trouve la faille. C'est Sharon qui va percer en plein centre, entre la 2e et la 3e armée égyptienne. Une tactique que l'on enseigne déjà dans les écoles militaires. Le mardi 16 octobre, les premiers Israéliens franchissent le canal. C'est ce jour-là que le président Sadat parle de paix, que Soviétiques et Américains commencent à s'entendre. Mais dans le Sinaï, une des plus formidables batailles de chars de l'histoire vient de s'engager. Les journalistes sont écartés. Désespérément, les Égyptiens tentent de bloquer la percée israélienne, mais le trou est fait. Sharon et ses troupes s'y engouffrent. Un communiqué du Caire dit « L'opération israélienne est en voie de liquidation et approche de sa fin ». Personne n'y croit. Ce jour-là, les Israéliens ont laissé passer les journalistes. On est le 21 octobre. Le cessez-le-feu est proche. Juste après qu'il ait été repris par les Israéliens, le mont Hermon. Les Syriens l'avaient investi dès le début de la guerre. Ils l'ont tenu pendant 15 jours. Parce qu'ils sentaient le cessez-le-feu proche et que cette position est le plus bel observatoire de la région, les Israéliens ont donné l'assaut. Au sommet, il y avait des dizaines de trous. Dans chaque trou, un Syrien ou un Marocain. Ce fut sauvage. Maintenant, les deux grands vont s'entendre. Kosygin est allé en Égypte, où l'on est en train de perdre les avantages militaires des premiers jours. Brejnev invite Kissinger à Moscou. En 6 heures de conversation, les deux hommes parviennent à un accord. On réunit d'urgence le Conseil de sécurité. Russes et Américains proposent un cessez-le-feu. Évidemment, tous sont d'accord pour faire taire les armes, mais les autres nations ne cachent pas leur irritation. Les deux grandes puissances n'ont demandé leur avis à personne. On passe au vote. Il manquera une voix, celle de la Chine, en signe de protestation, parce que les deux grands mènent le monde et qu'ils veulent prolonger l'état de ni guerre ni paix. Sur la rive égyptienne du canal, Le Caire et Tel Aviv ont accepté le cessez-le-feu. Il ne sera pas respecté. Qui est fautif? Disons que les Israéliens vont mettre à profit cette rupture pour parfaire leur victoire. Le général Yariv avait juré « On cassera l'armée égyptienne ». C'est loin d'être fait. Les Israéliens savent qu'ils ont 24 heures avant un nouveau vote du Conseil de sécurité. C'est un déferlement. Des tonnes de matériel, des milliers d'hommes, des centaines de blindés traversent le canal et foncent sur les arrières de Suez. À l'heure du bilan, voici d'autres images. Chacun des points noirs que vous voyez dans le désert est un char détruit, ou un camion, ou une jeep. Il y en a des centaines. Combien cela fait-il de morts? La 3e armée égyptienne est encerclée, bloquée dans le Sinaï, isolée, coupée de ses arrières. 20 000 hommes qui vont servir d'otages. Le mercredi 24 octobre, le cessez-le-feu est effectif. Pour la première fois dans l'histoire d'Israël, après 4 guerres dont aucune n'a été suivie d'un traité de paix, face à face mais sans armes, des Égyptiens et des Israéliens. C'est l'historique rendez-vous du kilomètre 101. Il y en aura plusieurs, pour tenter de délimiter les lignes du cessez-le-feu. Du 22 octobre, disent les Égyptiens, du 24, répondent les Israéliens. Retournons sur les lignes d'avant la guerre, propose Tel Aviv. Pas question, dit le Caire, qui tient un bout de Sinaï. Dans le désert, les prisonniers égyptiens. Ils vont être échangés, 50 contre 1. Est-ce la fin d'une guerre ou une simple trêve? Y aura-t-il dans l'avenir d'autres vaincus?
Entre les deux armées, depuis le 24 octobre, les casques bleus de l'ONU. Tout le monde sait qu'il ne pourrait rien empêcher si les deux parties voulaient reprendre les hostilités. Mais ils sont là. Ils symbolisent l'entente entre soviétiques et américains. Sur les bords du canal, les canons refroidissent. À Genève, on discute de paix. Les belligérants encore sont face à face. Et pas seulement cette fois pour conclure un simple cessez-le-feu, mais pour négocier une paix juste et durable. Cette chance, il ne faut pas la laisser passer. Il n'y aura plus sinon que les armes. Le siège de la Syrie est vide, mais le siège y est. Les soviétiques disent, ils viendront. L'objectif est celui-ci, faire appliquer les résolutions des Nations Unies, en particulier celle du 22 novembre 1967, qui prévoit l'échange des territoires occupés par Israël contre la paix que lui accorderont les Arabes. Mais quelqu'un disait à Genève, on fera la paix que si les Russes et les Américains le veulent, et de cela, on n'est pas sûr. Tout était prêt bien avant le conflit du 6 octobre pour faire du pétrole l'arme de dissuasion par excellence de tout le camp arabe. Arme d'une telle efficacité qu'on peut même parler d'une véritable arme stratégique au même titre que l'atome, car pouvoir paralyser l'économie de plusieurs grands pays revient pratiquement à avoir autant de poids que ceux qui possèdent des fusées nucléaires capables de ravager des continents. Depuis longtemps, l'Europe et le Japon surtout, l'Amérique dans une moindre mesure, étaient tributaires du pétrole arabe. Les 2/3 des réserves de la planète se trouvent en effet au Proche-Orient. Les 2/3. Ce chiffre à lui seul explique tout, surtout si l'on ajoute à cela que pour leur développement, pour l'expansion, les pays industriels ont un besoin vital de ce pétrole arabe. Dès lors, tout est en place pour le grand poker politico-pétrolier. Les uns ont tout et peuvent fermer le robinet quand bon leur semble. Les autres, grands consommateurs d'énergie, attendent tout du pétrole des émirs. Pour peu que les premiers, les Arabes, aient des revendications, des exigences politiques, des pressions à exercer sur les seconds, Europe, Japon, USA, la tentation devient alors très grande de visser le robinet pour voir les revendications satisfaites. Or, les pays arabes ont une exigence, une immense revendication, elle s'appelle Israël et les territoires occupés par les Israéliens. Il était donc logique, et d'ailleurs prévisible, que ceux qui mènent le jeu au Proche-Orient utilisent l'arme du pétrole. Le roi Faisal voyait monter son étoile, avare de mots et mystérieux, il préparait ses plans en secret. Le colonel Kadhafi, dans des discours menaçants, que l'on avait le tort de prendre pour des foucades, avait lancé de nombreux avertissements. Dans ce contexte, la 4e guerre du Proche-Orient ne pouvait que précipiter les événements. 10 jours après le début du conflit, le 16 octobre, les ministres arabes du pétrole réunis à Koweït relèvent leur prix de 17%. Le lendemain, ils décident de réduire graduellement leur production jusqu'à ce que les territoires occupés par Israël soient libérés et le problème palestinien réglé. Quant aux pays qui sont accusés de soutenir Israël, les États-Unis ou les Pays-Bas, ils sont frappés d'embargo total. On connaît la suite, les autoroutes désertes, les pompes fermées, toutes les mesures de restriction, d'économie volontaire et bientôt de rationnement. Et puis, le 25 décembre, nouveau coup de théâtre. C'est le cadeau de Noël des Arabes qui décide de desserrer l'étau. Le pétrole coulera un peu plus et les pays amis, dont la France, auront tout ce qu'ils voudront. Oui, mais à quel prix? Entre-temps, les tarifs ont doublé. Ce n'est donc qu'une trêve. La guerre du pétrole continue. Le 31 décembre, dans 3 jours, les Israéliens vont voter, en pleine crise morale, parce que leur armée s'est laissée surprendre, parce que les Israéliens se sont aperçus qu'aucune frontière sûre, et celle d'après 67 l'était, n'est plus sûre que celle reconnue par tout le monde, des frontières de paix, parce que les Arabes peuvent continuer à leur imposer la guerre. Dans 3 jours, la droite militaire, représentée par Sharon, victorieux du Canal, va disputer le pouvoir à Madame Meir et aux travaillistes, les vaincus, des premiers jours d'octobre. Les Israéliens semblent vouloir la paix. Golda Meir va s'efforcer de prouver qu'elle seule peut la faire. Les Israéliens, avant le vote, se poseront la question de savoir si un Sharon dur ne négocierait pas mieux la paix que Golda Meir qui n'a pas su ou pas pu la faire. À qui la victoire? Dans toutes les capitales arabes, ce fut la même explosion de joie après les premiers succès militaires, des succès qui se sont pourtant transformés dans l'ensemble en défaites sur le terrain,
même si les pertes israéliennes en hommes et en matériel sont importantes. S'il n'y a pas de victoire militaire, il y a tout de même une victoire psychologique illustrée par ces colonnes de prisonniers israéliens, et cela pour la première fois dans l'histoire de ces 30 dernières années au Proche-Orient. L'unité arabe a réussi à se faire pendant les combats, une unité en laquelle on ne croyait pas. Même le président Kadhafi s'est vu contraint de féliciter celui qui pourtant avait rejeté la fusion totale entre l'Égypte et la Libye. C'est d'ailleurs surtout le président Sadat qui sort renforcé de ce conflit. Son autorité n'est plus contestée dans son pays. Il est l'homme qui a réussi en quelques jours, là où Nasser avait échoué en 16 ans de pouvoir, rendre sa dignité aux soldats arabes, habitués à battre en retraite et à abandonner les chaussures devant l'ennemi pour courir plus vite dans le Sinaï. Quant aux Palestiniens, dont la participation au combat a été peu importante, ils ont tout de même, et surtout Yasser Arafat, remporté une victoire diplomatique au sommet arabe d'Alger. Mais si l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, a été reconnue comme seul représentant du peuple palestinien, Yasser Arafat, consacré grand leader de l'ensemble des organisations palestiniennes, a tout de même bien du mal à se faire obéir de certains groupes extrémistes. La tendance qui commençait à se manifester pour accepter l'éventuelle création d'un État palestinien en Cisjordanie se trouve confrontée avec les durs, les extrémistes, ceux qui ne veulent à aucun prix d'une mini-Palestine ni de négociations avec Israël. Le 5 septembre, 5 terroristes palestiniens pénètrent dans l'ambassade d'Arabie Saoudite à Paris et s'y barricadent avec 11 otages. Les ambassadeurs arabes offrent leur médiation. Non, je l'ai pas vu, je l'ai entendu, mais qu'il fasse quelque chose, qu'il le donne cet avion. Je vous en supplie. Que vous a dit votre fille, madame? Dites-le. La médiation réussie, les Palestiniens libèrent les otages français et quittent librement l'ambassade avec les otages arabes dans un car au rideau fermé pour se rendre au Koweït dans un avion syrien. Pour eux, il faut continuer le combat, surtout par le terrorisme. Un terrorisme souvent aveugle qui frappe toutes les villes du monde, Paris, Rome, New York, Munich, etc. Les objectifs choisis sont souvent les aéroports et les ambassades. Si peut-être il y a quelques années, certaines de ces opérations ont permis au monde entier de comprendre le drame palestinien, il semble bien qu'aujourd'hui, ces opérations sanglantes et incontrôlées desservent plutôt la cause palestinienne. Les Palestiniens réussiront-ils à dépasser le stade de la violence pour s'engager sur la voie de la diplomatie où une porte étroite, certes, mais une porte tout de même, s'ouvre maintenant pour eux?